50 décapités. Pendant quelques semaines, je me suis caché à Soltaničok, une banlieue de Vilno, dans la famille de Bastatsky, un célèbre révolutionnaire qui était tombé en Espagne en 1936. De ce nouveau domicile temporaire, j'allais travailler au dépôt de munitions situé dans les collines de Cheskin avec ceux des hommes de la famille Bastatsky qui étaient encore vivants. Si cette famille chaleureuse ne m'avait pas offert l'hospitalité, je ne serais plus de ce monde depuis longtemps. Je devais travailler pour recevoir un permis de bureau de travail. À l'époque, c'était le seul moyen d'échapper aux rafles. Les Bastatsky ont risqué leur vie pour moi, car il était interdit d'accueillir chez soi quelqu'un qui n'était pas déclaré. Et le juif, qui signalait un autre domicile que le sien, ne ressortait pas des bureaux de la police. Au dépôt des munitions, le travail consistait à collecter les balles, les grenades et les bombes que l'armée rouge n'était pas parvenue à détruire avant de quitter la ville. J'y ai travaillé avec Leib Svetinzer, un acteur célèbre et très apprécié. Il était amaigri et avait le teint jaune, comme après un typhus. Nous lui épargnions les tâches les plus difficiles, lui donnions notre portion de soupe et achetions des pommes aux paysans alentours. Il se refusait à manger ses pommes tout seul. Il prenait son vieux canif, les coupait en tranches très fines et en remplissait la doublure de sa veste, afin que les gendarmes qui effectuaient des contrôles dans les rues ne les trouvent pas. Il rapportait les pommes chez lui pour sa petite fille malade. « Je joue mon dernier rôle », me disait Leib Serfinzer. Cet acteur, qui avait interprété toute sa vie les personnages de Sholem Aleichem, jouait cette fois la comédie Menahem Mendel, sous l'empire de la croix gammée. Parmi mes compagnons de travail, il y avait aussi Olf Meckler, le chef de l'orchestre philharmonique de la radio de Vilno. Un jour, qu'il rentrait chez lui, dans la colonne des travailleurs forcés, quelqu'un le dénonça comme ayant travaillé à la radio. On l'expédia en prison. Le moral parmi les travailleurs forcés était au plus bas. Les Allemands qui étaient au port de Leningrad se glorifiaient dans leurs journaux que le lendemain, au plus tard, le surlendemain, la ville tomberait. Ils promenaient dans les rues de Vilno des colonnes de soldats de l'armée rouge qu'ils avaient fait prisonniers, affamés, à moitié nus, pour montrer à la population qu'ils avaient gagné la guerre. Une fois, environ 2 semaines avant que les Juifs ne soient enfermés dans le ghetto, une paysanne passa devant les barbelés de notre lieu de travail à Burbikschok et dit en pointant du doigt « Là où il y a du sable jaune, 50 Juifs ont été enterrés. Les Allemands les ont décapités. J'en ai été témoin par hasard. Je faisais paître ma chèvre, non loin de là, la même qu'aujourd'hui. Les Allemands ont amené des jeunes Juifs menottés et ils les ont décapités à la hache. » J'ai raconté cette histoire à Kaplan Kaplansky, notre chef de brigade. Il n'en crut pas un mot. « Les paysans aiment raconter des salades, fit-il, en repoussant l'idée d'un revers de main. » À midi, quand les surveillants quittèrent les lieux, je pris une pelle. Et je commençai à creuser le sable, à moins de 50 centimètres de profondeur. La pelle buta sur quelque chose de dur. J'ai dégagé le sable et la pelle s'est figée entre mes mains. Un corps, sans tête, gisait par-dessus un autre. Leur cou était encore rose et frais. D'un dos me regardait, comme un œil aveugle, une étoile jaune. Je n'ai pas creusé davantage, je n'aurais rien trouvé de plus. J'ai arraché l'étoile jaune du cadavre et je l'ai serrée dans mon poing.